Le nouveau gouvernement burkinabé mis en place rien qu'hier a effectué sa rentrée aujourd'hui. Mais cette actualité n'a pas encore été assez commentée. Les entrées, les sorties de ministres, le quota genre, Zéphirin Diabré qui devient ministre de la Réconciliation nationale. Beaucoup d'aspects donc à commenter. En Indonésie, les autorités ont indiqué avoir retrouvé les boîtes noires de l'avion qui a craché ce week-end. 62 personnes étaient à bord, des restes de corps ont été retrouvés. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce journal. 4 jours, c'est le temps qu'il a fallu au Premier ministre Christophe Dabiré pour dévoiler la liste des membres de son gouvernement qui est composé de 26 ministres et de 7 ministres délégués. De nouveaux visages donc à intégrer, dont celui de l'ancien chef de file de l'opposition politique Zéphirin Diabré. Il est désormais ministre en charge de la Réconciliation nationale. On voit tout cela avec Adam Sraladou Drago. Zéphirin Diabré, ministre d'État chargé de la Réconciliation nationale, c'est l'une des grosses surprises de l'équipe gouvernementale révélée ce 10 janvier, soit 4 jours après la reconduction de Christophe Marie-Joseph Dabiré. Le chef du gouvernement a également fait appel à de nouveaux visages pour porter l'action du gouvernement. Maître Benewende Stanislas Sankara est nommé ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat, où Séné Tamboura remplace Rémi Fulgence Dandjuno à la communication. On note également l'entrée dans le gouvernement du professeur Chalmain Ouedraogo au poste de ministre de la Santé. Le portefeuille de la culture est désormais l'affaire de Élise Tombiano, qui remplace Abdoul Karim Sango. C'est aussi une femme qui est désormais aux commandes du ministère en charge de la justice. En effet, René Bagoro est débarqué au profit de Victoria Ouedraogo Kibora, précédemment secrétaire permanente du Conseil supérieur de la magistrature. Le ministère de l'eau et de l'assainissement a un nouveau patron à la personne de Ousmane Nakro. Modeste Yerbanga et Dominique Marie-André Nana, tous deux nouveaux ministres, héritent respectivement du ministère des Ressources animales et de celui des Sports. Oumarou Idani quitte le gouvernement et voit son ministère en charge des mines rattaché à celui de l'énergie, qui reste la propriété de Bachir Ismaël Ouedraogo. L'autre fait marquant dans la composition de l'équipe gouvernementale est le retour de Clément Savadogo, qui remplace Siméon Savadogo, désormais ministre de l'Environnement, de l'économie verte et du changement climatique. Au titre des ministres délégués, Maxime Koné, Aimé Zongo et Louise Ango sont à leur première expérience en tant que membres du gouvernement. Pour ce nouveau gouvernement Dabiré, un du second quinquennat de Rochma Christian Kaboré, on enregistre donc 12 départs, 14 nouveaux ministres et 19 ministres qui ont été reconduits. Ils sont donc au total 33 ministres qui ont été nommés. La rentrée gouvernementale donc a eu lieu aujourd'hui. Reportage. Plusieurs axes ont prévalu à la composition de ce nouveau gouvernement selon Christophe-Joseph Marie Dabiré, Premier ministre. Parmi ces axes, on peut retenir... La première indication, c'est d'inscrire la composition du gouvernement dans la dynamique de la continuité qui a été celle qui a prévalu à son élection le 22 novembre dernier. Et cette continuité doit être bâtie sur la stabilité. C'est pourquoi vous avez pu constater que le gouvernement est constitué de 25 membres, 25 départements ministériels conduits par 25 ministres, 7 ministres délégués, 3 ministres d'État et constitué également par une institution de mission placée auprès du président du Faso, à savoir le ministre d'État, ministre auprès du président du Faso chargé de la réconciliation nationale. Chef de file de l'opposition politique pendant plusieurs années, Zéphirin Diabré a été appelé dans le gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation prévu dans les 10 axes de chantier du président du Faso, selon Christophe-Joseph Marie Dabiré. Nous avons fait une ouverture politique de manière à pouvoir assurer le renforcement de ce qu'il a appelé le dialogue politique, que ce dialogue politique ne soit pas en dehors du gouvernement, qu'il puisse commencer à l'intérieur du gouvernement et se poursuivre avec les autres forces politiques qui ne sont pas associées au gouvernement. Et c'est ainsi que le ministre d'État auprès du président du Faso, chargé de la réconciliation nationale, a été appelé et est celui qui a assuré pendant un long temps la présidence de l'opposition politique de notre pays, à savoir le président Diabré, qui est avec nous et qui a accepté de s'associer aux actions du gouvernement pour accélérer le processus de réconciliation nationale
et de la cohésion sociale que nous avons préconisé, que le président du Faso a annoncé au cours de la campagne qui a conduit à son élection. Notons que dans ce gouvernement, plusieurs ministères ont été fusionnés afin d'être plus efficaces sur le terrain selon le chef de l'exécutif. Après cette rentrée, tous les ministres sont attendus sur les différents chantiers de développement afin de mettre en œuvre la feuille de route qui leur a été confiée. Un reportage signé Serge Bado. Dans ce nouveau gouvernement burkinabé, comparativement au précédent, l'on dénombre moins de jeunes, constat que déplorent des organisations de défense des droits de la jeunesse donc. Par ailleurs, le nombre de femmes dans le nouveau gouvernement a été revu à la hausse, motif de réjouissance pour des associations œuvrant donc dans la participation citoyenne des femmes. À suivre dans ce reportage signé Abdourahmane. La configuration du gouvernement met en marge la jeunesse qui représente pourtant une grande partie de la population burkinabé. C'est le regard de l'Association des jeunes pour le développement durable au Burkina Faso qui déplore le manque de jeunes dans le gouvernement. Les 15-35 ans sont encore absents. Donc, au premier mandat, ils étaient absents. Au second mandat, ils le sont encore. C'est le constat que nous faisons en tout cas à l'entame de ce deuxième mandat du chef de l'État. Je pense qu'aujourd'hui, lorsqu'on fait l'analyse de la situation de notre pays, ce ne sont pas les jeunes compétents qui manquent, ce ne sont pas les jeunes compétents engagés qui manquent. Par contre, je crois que les acteurs politiques n'ont pas suffisamment pris la mesure de l'importance, de l'intérêt de faire participer les jeunes à l'action de gouvernance. Au regard donc de cette compétence des jeunes, Faisal Traoré plaide afin que ceux-ci soient privilégiés à d'autres postes nominatifs. Et les ministres qui ont été nommés, nous pensons qu'il est de leur devoir de s'assurer que dans leurs équipes, des jeunes se retrouvent. C'est pourquoi nous avons proposé de manière très concrète qu'au niveau du chef de l'État, où nous avons de nombreux conseillers, dont des conseillers spéciaux, que le président du Faso donne par lui-même l'exemple en faisant en sorte qu'il y ait un certain nombre de jeunes qui soient nommés conseillers spéciaux justement à ses côtés, que nous ayons le Premier ministre qui fasse la même chose et que sur 5 conseillers de ministres, il y ait au moins un qui soit jeune. Au cadre de concertation des organisations intervenant sur le genre et la participation citoyenne des femmes, c'est tout à fait le sentiment contraire. 27% des femmes dans le gouvernement contre 21% dans le précédent gouvernement. Chose qui réjouit les responsables de cette organisation de défense des droits de la femme. Nous devons féliciter le chef de l'État qui, en dépit du contexte politique difficile, parce que les négociations étaient très dures, il y a eu beaucoup de tractations, et vous avez vu la reconfiguration du paysage politique, ce n'était pas évident que nous puissions même avoir cet effectif. Mais ce n'est pas pour justifier la non-atteinte des 30%, mais c'est pour dire qu'il y a eu quand même des efforts qui ont été faits. De 21,87%, on passe à 27,27%. Je crois que c'est déjà une avancée. Le cadre de concertation souhaite que les conditions de vie de la femme soient améliorées. Il invite de ce fait le nouveau gouvernement à accompagner l'entrepreneuriat féminin afin de favoriser l'autonomisation financière de l'autre moitié du ciel. Et nous espérons que la situation de la femme au niveau économique soit renforcée. Cela suppose qu'il faut revoir un peu les stratégies d'accompagnement pour l'entrepreneuriat féminin, essayer de renforcer les différents fonds qui existent afin de permettre que ces acteurs-là qui gèrent ces fonds puissent mieux servir et satisfaire les besoins exprimés par les différentes les femmes et les autres composantes de la société. Et également le volet social également, que nous ne perdons pas de vue. Voilà. Donc voici un peu les fortes attentes. C'est surtout renforcer les capacités économiques des femmes. Sur la nomination de Zéphirine Diabré, Martine Yabré estime que cet acte est la preuve que la politique ne doit pas être une source de division. C'est aussi, selon elle, un exemple et un symbole de la réconciliation nationale.
Zéphirin Diabré, ancien chef de file de l'opposition politique, est désormais le ministre en charge de la réconciliation nationale. Une surprise pour certains, mais pas tout à fait pour notre chef de desk politique Bernard Bougma. Il a exposé les fondements de cette nomination qui marque une certaine alliance dans notre dernier journal de 13h. Regardez. C'était prévisible. Prévisible dans la mesure où, en réalité, entre le président Roch-Marc Christian Kaboré et Zéphirin Diabré, qui ont travaillé ensemble dans des gouvernements précédents avant, il n'y a pas une grande opposition en tant que telle. Pour des gens qui ont fait l'insurrection populaire ensemble, il n'y a pas une grande opposition et puis il n'y a pas un problème de personne entre eux. Donc, ce n'était pas aussi chose difficile à voir. Maintenant, la réalité de la chose politique fait que chacun avait pris son chemin, même après 2015. Maintenant, avec la nouvelle configuration, l'on voyait venir les choses parce que dans les rangs de l'UPC, les cadres ont été clairs. 90% des cadres, au lendemain de la publication des résultats, étaient favorables à aller à la majorité. Donc, le secrétaire national avait d'ailleurs sorti une note à ce niveau. Maintenant, on ne le voyait pas beaucoup plus à ce poste parce que pour certains, ça allait être à la primature compte tenu de son calibre, de sa connaissance et de ses capacités de management. Donc, les uns et les autres voyaient M. Diabré beaucoup plus à la primature. Maintenant, avec la nouvelle donne, avec une feuille de route à la réconciliation nationale, c'est peut-être là que les uns et les autres n'ont pas vu venir. Mais là aussi, il y a un avantage. Monsieur, il n'est pas clivant, il n'a pas de problème de personne au niveau de la classe politique burkinabé. L'autre avantage qu'il a, c'est qu'il parle bien comme on le dit, et puis c'est quelqu'un qui a milité dans le DPMT, CDP avec les mêmes Roch-Marc Christian Kaboré, les mêmes Simon Compaoré et autres, qui a des camarades au niveau du CDP actuellement, et qui a des camarades au niveau du MPP. Donc, j'ai dit bien qu'il n'a pas de problème de personne. Donc, il va aussi se retrouver avec ceux qui avaient claqué la porte avant lui, pour créer le MBF et rejoindre la majorité. Donc, c'est également des retrouvailles. Donc, je pense qu'il pourra, pour cette feuille de route, il peut aussi. Donc, c'était plus ou moins prévisible, mais peut-être pas à ce poste. Mais il a le profil aussi à l'emploi parce que, j'ai dit, il n'est pas clivant, il n'a pas de problème de personne. Toujours en question, le nouveau gouvernement burkinabé, si l'on compte de nombreux départs, l'on note également l'entrée de figures emblématiques de la scène politique. Qu'est-ce que les Burkinabés en pensent? Certains patientent pour voir le travail qui sera réalisé. D'autres, par contre, se prononcent déjà, estiment que le président aurait pu mieux faire. Reportage Yolande Ilboudo avec la voix de Samira Ouedraogo. Pour la grande majorité des citoyens burkinabés, les attentes sont nombreuses vis-à-vis du nouveau gouvernement. Pour eux, il faut donner du temps à chaque ministre de faire ses preuves avant de pouvoir juger. Surtout pour ceux qui viennent de faire leur entrée dans l'équipe gouvernementale. Félicitations au président Roch-Marc Christian Kaboré, et que le gouvernement se mette rapidement au travail pour le bien-être des citoyens que nous sommes, pour le bien-être des Burkinabés. Pour le nouveau gouvernement, bon, je ne les connais pas totalement tous, mais tout ce qu'on demande pour eux, c'est pour qu'ils mettent main à main pour travailler pour que le pays avance. C'est tout ce qu'on les demande. Tu viens, tu fais ton temps et puis voilà, tu gagnes temps. C'est comme ça. Bon, au fait, c'est pas mauvais aussi de mettre les autres aussi pour qu'ils puissent aussi essayer. Voilà, bon, en tout cas, on ne vient pas pour essayer, mais je pense qu'avant de nominer aussi, ils ont passé quand même une petite enquête pour savoir s'ils maîtrisent la chose. C'est ça aussi l'importance aussi de la nomination. Donc moi, je pense qu'en réalité des choses, c'est bon. Ceux qui sont partis aussi doivent être fiers. Nous, on est fiers d'eux parce qu'ils ont bossé. Et ceux aussi qui viennent d'arriver, nous aussi, on peut dire qu'ils travaillent. Ils travaillent quoi? Ils travaillent pour le pays, ils travaillent pour la nation. Pour d'autres, par contre, retrouver des figures comme Zéphirin Diabré dans le gouvernement de Roch Kaboré est une grande surprise. Il pense également que le président aurait pu mieux faire en termes d'alternance. J'étais surpris quand j'ai appris que Zéphirin a été nommé comme ministre. Mais bon, j'attends, ce qu'on attend de lui est que vraiment il donne le meilleur de lui-même. Voilà, pour que aussi, le pays puisse avancer aussi. Quand on analyse un peu le nouveau gouvernement, on trouve qu'il n'y a pas trop d'efforts, qu'on n'a pas fait trop d'efforts puisqu'il y a trop d'anciens dedans, quoi. Or, pourtant, je pense que le Burkina Faso a besoin des hommes nouveaux, avec des idées nouveaux. Donc, le changement qu'ils attendaient, vraiment, c'est pas ça. Mais tous sont unanimes
que ce gouvernement doit très vite se mettre à la tâche afin de relever les nombreux défis socio-économiques du moment. Autre actualité, le Parti démocratique pour l'intégration et la solidarité a tenu ce week-end une assemblée générale bilan de sa participation législative du 22 novembre dernier. Aucun siège n'a été obtenu. Le parti donc a saisi l'occasion de cette rencontre pour se projeter dans ses luttes, notamment en ce qui concerne les prochaines municipales. On en parle avec Michael Tougri et Abdoulaye Migné. Après les résultats du double scrutin du 22 novembre, le PDIS Lafia dresse le bilan de sa participation. Aucun député élu pour ce parti membre de la majorité présidentielle. Cet échec électoral n'entame en rien la conviction de ce parti politique créé à peine il y a un an. Nous n'avions pas eu de députés, nous n'avons pas de militaires. Nous avons mouillé le maillot sur la base des moyens qui sont propres au PDIS Lafia. Nous nous sommes jetés dans l'arène politique. Là où beaucoup ont hésité, nous avions pu présenter 40 listes, précisément 39 listes provinciales plus la liste nationale. Ce n'est pas rien et ce n'est pas donné à n'importe quel parti de pouvoir le faire. À cette rencontre bilan, des décisions ont été prises pour une bonne marche du parti. Le vice-président du parti, ayant tenu des allégations non fondées, a été sanctionné. Il écope de 6 mois de suspension et le mis en cause ne nie pas les faits qui lui sont reprochés. Des propos me sont parvenus qu'effectivement, il y avait les moyens et par conséquent, les moyens n'ont pas été mis à notre disposition pour, en tout cas, et travailler conséquemment. Mais ce que je retiens aussi, j'ai eu à échanger avec le président sur un certain nombre de situations. Mais vous voyez, floué par l'échec, on se doit de poser des questions. Alors une suspension que j'accueille avec humilité, et avec courage, mais qui certainement aide l'homme à grandir dans la vie. Le PDIS Lafia, à l'heure du bilan de sa participation aux élections, a tiré des enseignements de son score moins satisfaisant. Et pour Camille Firmin-Kombari, président du parti PDIS Lafia, le prochain défi reste une participation aux élections municipales. Et c'est une stratégie de regroupement avec d'autres formations politiques qui est envisagée au PDIS Lafia pour une participation gagnante aux municipales. Pour ces élections municipales-là, nous avions décidé de revoir nos stratégies. On s'est dit que malgré nos faibles moyens, nous avons pu impacter le pays. Si alors nous sommes unis et qu'on n'est pas gourmand, en essayant de faire un mapping sur le territoire national, nous pourrons alors sédentariser les différentes forces que nous avons, chacun en ce qui le concerne, dans son fief, en formant alors une alliance au sein du PDIS Lafia pour en faire un parti fort. Un parti où on pourra mettre ensemble nos moyens pour le bonheur des candidats qui seront alors portés par le PDIS Lafia pour les élections municipales. Nous pourrons mieux impacter si tout simplement nous arrivons à conjuguer nos efforts, à fédérer nos efforts. Le PDIS Lafia a été créé le 16 janvier 2020. Il déplore l'utilisation de moyens disproportionnels entre les partis politiques au cours du scrutin du 22 novembre. Ce dimanche, les populations du quartier non loti Calcin de Samba se sont mobilisées pour dire non au projet de déguerpissement. Elles accusent plutôt le maire de Samba d'engager ce projet donc qui ne tient pas compte de leurs intérêts. Elles ont manifesté pour s'opposer à ce déguerpissement. On en parle avec Michael Tougri. C'est une population du quartier non loti de Calcin très remontée contre le maire de Saba, Joseph Dipama. La raison de cette manifestation est de s'opposer contre un projet de déguerpissement. Pour ces derniers, c'est un passage en force que le maire de Saba veut opérer. Nous cherchons à comprendre que la Sonature et la mairie nous prouvent les preuves palpables que cette zone les appartient. Parce que nous sommes écœurés. Nous sommes écœurés et ça nous fait très mal de vivre dans une zone plus de 20 ans, 25 ans, et que depuis la préfecture jusqu'à la mairie,
et on vient nous dire de partir du jour au lendemain que cette zone appartient à la Sonature. Que la Sonature nous envoie les preuves, on va en discuter avec les autochtones, les propriétaires terriens qui étaient déjà là dès le début de l'affaire, jusqu'à ce jour-là. Parce que jusqu'à présent, on n'est pas convaincu. On trouve que cette affaire est louche et nous n'allons jamais accepter quitter les terres qu'on a acquises il y a longtemps au profit de quelqu'un, pour lui faire plaisir. Non. Cette zone non lotie de calcin qui fait l'objet de litiges entre les populations et le maire serait une propriété de la Sonature. Plus de 3000 personnes enregistrées et seulement 1909 personnes pourraient être relogées. Une situation que déplorent les résidents de ce quartier non loti. Nous ne partons pas sur une portion de terre de 150 mètres carrés et sans mesure d'accompagnement. Si on doit faire une récapitulation, et moi, je peux même me porter garant. Ils n'ont qu'à nous envoyer la liste. On va reprendre le recensement, numéro par numéro, qu'ils ont mentionné sur les murs là. Si vraiment, chaque personne va répondre à son numéro. On a vu des personnes qui ont été recensées, leur nom ne se trouve pas sur leur numéro. C'est allé où? Ils n'ont qu'à nous apporter les preuves. Donc, tout ce qu'ils ont fait là, nous on dit que c'est faux, on n'est pas content. Raison pour laquelle on est prêt à suivre les voies juridiques pour que tout soit rétabli dans une clairvoyance, pour que chacun soit satisfait. Dans ce bras de fer qui oppose les populations du quartier non lotu de Calcin et le maire de Samba, Joseph Dipama, en plus des manifestants pour s'opposer au projet de déguerpissement, des actions seraient ainsi intentées en justice par ces populations pour entrer dans leurs droits, explique le porte-parole des manifestants. Pour venir nous flatter l'esprit. Dans les grandes villes du Burkina, Ouagadougou et Bobo-Dioulasso, peut-être à chaque mètre en circulation, des engins à 3 roues ou encore taxi-moto au volant. La plupart du temps, des personnes ne disposant pas de permis de conduire. Tant d'accidents ont impliqué ces engins et pour en parler, un reportage qui indique notamment le type de permis requis pour les conducteurs de ces taxi-motos. C'est avec Sanata Serré. Le samedi 9 janvier 2021 était jour de Noël pour les enfants de la rue, les personnes vulnérables et déplacées internes de la ville de Ouagadougou. Un Noël traduit par un repas communautaire et des cadeaux offerts par des pères Noël hors du commun. Eux, ce sont les motards de l'association West Coast Adventure. Ils ont pris d'assaut les artères de la ville de Ouagadougou pour donner ne serait-ce qu'un sourire à ces personnes qui n'ont pas la possibilité de célébrer la fête de la nativité. Nous avons partagé des kits repas, de la boisson, des vêtements, des jouets et principalement au niveau du centre, nous avons offert en fait avec bien sûr le soutien de nos différents partenaires, voilà, des jouets également, du savon, des kits repas et en fait bien d'autres articles. Je pense que l'essentiel pour tout un chacun, c'est de permettre de faire vivre à ces enfants de la rue là le Noël que nous avons la possibilité de vivre en famille, que eux ils n'ont pas. Cette activité qui dure déjà 3 ans est baptisée Noël pour tous les enfants. Une occasion donc pour les motards de rendre visite aux enfants du centre d'accueil Salor. Au nombre de 14, ces enfants âgés de 0 à 3 ans sont pour la plupart des orphelins ou des enfants trouvés. C'est vraiment un sentiment de reconnaissance, de voir des gens que nous ne connaissions pas, des gens qui nous ont contactés et sans que nous ne sachions même comment ils ont eu le contact, et de venir nous rendre visite et rendre visite aux enfants et faire un cadeau qui va vraiment être très utile pour les enfants que nous avons dans notre centre. Le premier responsable du centre Salor s'est dit satisfait de recevoir des donateurs nationaux. Selon lui, il y a 3 ans de cela, seuls les expatriés faisaient des dons au centre. Les donateurs du jour, eux, lancent un appel à toutes les bonnes volontés à suivre leur pas. Vous l'aurez compris donc, un reportage sur un don fait donc par West Coast Adventure. La suite de ce journal, au lendemain du crash d'un avion indonésien en mer avec 62 personnes à bord, des morceaux de corps et des débris ont été retrouvés dimanche au large de la capitale Jakarta. Les recherches se poursuivent et les autorités ont par ailleurs affirmé avoir localisé les boîtes noires de l'appareil. 2 jours après le crash, les bateaux continuent de ramener à quai des vestiges de ce qui fut le Boeing 737-500 de Sriwijaya Air.
L'avion de la compagnie indonésienne s'est abîmé en mer samedi, quelques minutes après le décollage. Depuis, le signal des 2 boîtes noires a été localisé par 23 mètres de fond en mer de Java et une vaste opération est en cours pour les retrouver avant que les puissants courants de la zone ne les emportent. Les quelques 2600 sauveteurs et militaires mobilisés ne remontent pas que des débris et des morceaux de fuselage à la surface. Des restes humains des 62 personnes à bord sont aussi rassemblés pour procéder au douloureux travail d'identification avec des échantillons d'ADN prélevés sur les proches. Parmi les passagers se trouvaient 10 enfants, dont 3 âgés de moins de 3 ans. Retrouver les boîtes noires est indispensable pour comprendre pourquoi l'avion a fortement dévié de sa trajectoire après son décollage de Jakarta avant de chuter brutalement de 10 000 pieds. Il était en circulation depuis 26 ans et d'après la compagnie à bas prix, il était en parfait état de vol. Ce jour-là, de fortes pluies s'abattaient sur la capitale indonésienne. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain à 20h. Bonsoir.